Bon, bah Rudy, bienvenue. Merci. Bienvenue chez moi dans mon home studio, hein, comme tu Oh, et c'est vois. plus qu'un home studio, hein. Bah, disons que c'est un truc. Bah, moi, je connais des home studios, c'est une table, une chaise et un Mac. Ici, on est quand même sur quelque chose Bah, de il y a ça, il y a plus plus de chaises, mais il y sophistiqué. a toujours un Mac. Je t'en prie assez, toi, je te fais un Ok. café? Oui, je veux bien. Voilà, hop. Et en fait, ce studio, il, il- il t'est réservé uniquement à toi ou tu accueilles parfois des projets extérieurs pour lesquels toi tu fais ou la technique ou la prod? Alors, très peu, mais oui, ça arrive. Euh, des, euh, des projets. J'ai fait beaucoup de pubs, j'ai fait beaucoup de post-prod Ouais. vidéo, j'ai fait du téléachat pendant de nombreuses Ah années, ouais? ouais, pour M6, pour TF1, Hein. par des boîtes bruxelloises. Et puis, bah, voilà, après, effectivement, les projets des Gaufres bah, Ouais. sont faits ici en majeure Ouais. partie. Ouais. Mais enfin, c'est un studio qui a été conçu et équipé d'abord pour faire de la musique. Oui, après, après je pense qu'il a été quand même aussi équipé pour pouvoir faire, bah, tu vois, quand même des prises Ouais, de batterie, des choses ouais. comme ça, plus musicales Ah, ouais. effectivement. Ah oui, ce n'est qu'une partie. Il y a Oui, une seconde il y a une partie, seconde une partie, cabine oui, là-bas isolée. ouais. Mais on peut faire, ouais, je fais de la post-prod, même vidéo. Normalement, là, il y a une télé là derrière moi qui doit, qui doit être là. Oui, La télé est là, mais elle n'est pas encore ouais. branchée. Mais sinon, oui, c'est prévu pour faire plusieurs choses. Mais le logiciel permet pas mal de choses, hein. Je ne sais pas si tu connais Pro Tools. C'est un programme Oui, phare, oui, hein, comme Cubase. Aujourd'hui, oui, on est passé à autre chose, à Ableton, Logic. oui. Chacun a un petit peu son outil. Ça, c'est quand même un outil qui est beaucoup plus compliqué d'accès pour un non professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même un peu avoir des Ouais, connaissances. Le truc, c'est que bah, le moteur audio est vraiment spécifique. Et alors, il faut avoir un peu des notions d'AG son quand même, parce que ouais. la philosophie est quand même par-delà aussi. Mais Mhm. bon, ça s'apprend vite. Moi, je ne suis pas ingénieur du son, je suis Ouais, musicien. J'ai ouais. commencé avec Cubase sur Atari. Je ne Ah sais pas oui, si ah tu te oui, oui, souviens. bien sûr. Ouais. Et puis alors après, j'ai évolué vers d'autres choses parce qu'à l'époque, Cubase, je pense que ça s'est amélioré, mais à l'époque, ils étaient un peu bah, plus focus musicien, Oui, MIDI, oui, oui, etc. Et donc au niveau du moteur audio, bah, c'était un peu limité. Et puis tu sais, moi j'ai connu, bah, comme toi, l'évolution de ouais, l'informatique et donc j'ai connu à l'époque où ça commençait seulement, les processeurs pouvaient permettre de bien sûr. l'audio. Ouais, Et puis voilà, après c'était une piste, deux pistes, et ouais, puis ouais, ça a ouais, ouais. évolué. Donc forcément, après, bah, tu te diriges vers des produits où le moteur audio est plus évolué, quoi. Donc Bon, voilà. on n'est pas là pour parler technique, même si tout ça est passionnant. Ah oui, on peut en parler, Euh, ça pas de souci. En vrai, on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un projet qui te tient à cœur, Ouais, qui vient de sortir, ouais, mais dont l'histoire est beaucoup plus longue, plus large que simplement cette sortie, parce que c'est une histoire, si on veut la comprendre, il faut remonter des années en arrière, et même si on doit avoir une vue complète de toute la trajectoire, on peut même remonter au début des années 90 et peut-être tu peux nous expliquer la genèse de ton travail de musicien qui va aboutir à la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui. Donc début des années 90, avec une bande de potes, ouais. vous montez un projet qui va quoi à un moment donné vous dépasser, ou c'était l'idée était de faire de la musique entre amis et c'est devenu plus que ça. Comment est né le projet des gaufres au sucre à l'époque? Oui, bah écoute, ouais, comme tu l'as bien dit, c'était vraiment pas l'idée, hein. Moi, je suis arrivé, donc le groupe est né en 93, Mhm. et moi je suis arrivé en 94. Et donc, oui, je les connaissais tous, ils sont un peu plus âgés que moi, mais je les connaissais tous. Et le guitariste, chanteur Patrick Allen était un ami d'enfance, on habitait le même quartier. Et donc, bah, un jour, il est venu me voir en me disant, Ouais, bah, on voudrait bien avoir un claviériste dans le groupe, ils étaient quatre, et donc c'est là que je suis arrivé. Mais c'est vrai que moi, bah, j'avais commencé bah, par faire l'académie, faire les choses un peu classiques.
Et puis très vite, j'ai rejoint le groupe. Et le groupe, lui, il s'est formé vraiment un peu par hasard. Eux, ceux qui font partie des groupes maintenant, ils avaient un groupe qui s'appelait Blow Again, fin des années 80, où ils faisaient des trucs tout à fait, j'ai envie de dire, classiques. Ouais. Et à cette époque, fin des années 80, tu t'en souviens bien, on était au niveau tenue vestimentaire, on était dans une époque très Oui. glamour, très... Et donc, eux, ils avaient fait un groupe qui était à l'image de ce qui se faisait fin des années 80. Et puis, ils ont splitté pour diverses raisons, mais ils étaient toujours très potes. Et dans les années 90, donc en 93, ils ont voulu se reformer, mais faire l'inverse de ce qu'ils faisaient fin des années 80. Et donc, de faire des textes qui n'avaient rien à voir avec des Ouais. textes sérieux et des tenues vestimentaires qui allaient avec, c'est-à-dire à l'inverse de ce qui se faisait fin des années 80. En vrai, ce qui était censé être un groupe de musiciens chevronnés, enfin des gens qui savent se servir d'un instrument, est devenu une sorte de groupe pastiche, parodique, humoristique. L'inspiration au départ, c'est quoi? C'est plutôt Stella, c'est plutôt Au bonheur des dames, c'est un peu le grand orchestre du Splendide, parce qu'on ne décide pas tout à coup de rentrer dans de la musique de genre, hein, comme on a du cinéma de genre, quand on est un musicien qui est un musicien accompli. Mais je pense que ça n'a pas été aussi longuement mûri. Il y avait cette référence qui était une pièce de théâtre qui tournait à Liège à l'époque qui s'appelait La Cité radieuse. Ouais. Et donc, où la base, c'était vraiment tout le langage liégeois, les expressions, etc. Donc, il y a eu cette référence. Et puis, étant donné qu'on était tous des musiciens, c'était l'idée de mettre tout ça en musique avec notre histoire. On avait aussi cette référence au niveau dans tout ce qui était un peu délire, les Charlots, qu'on a Oui. eu la chance de rencontrer par après. Moi, j'ai eu la chance d'être le dernier producteur manager des Charlots et j'ai fait justement le dernier album des Charlots ici. Euh, et puis de ça, on a eu notre histoire avec toutes ces références-là et on a vraiment commencé à jouer pour rire. L'idée, c'était de faire un concert unique pour la Maison des Jeunes de Quincampoix. Et c'était pour un casier de bière et puis Ouais, basta. ouais. Et donc forcément, les gens en ont redemandé, jusqu'au moment où on a fait, je pense, les premières Franco de Spa en Mhm. 95. C'était dans une petite salle qui s'appelait le Salon Bleu. Et c'était chaque fois la folie. C'était rempli massacre. Et il faut se remettre à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, Internet n'existait pas. Donc c'était vraiment que le bouche Le à bouche à oreille oreille. qui faisait que Mhm. les gens venaient Et, voir cette espèce de truc un et peu délire, quoi. vous avez démarré, vous, avec les gaufres au sucre à l'époque, déjà tout de suite avec des compos originales, ou vous étiez plutôt sur des reprises Non, ça a ou- toujours été compo original. Toujours. Toujours. Alors après, effectivement, l'univers musical, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'est-à-dire que tous les styles par lesquels on est passé, c'était des trucs très base rock and roll à la base, hein, plutôt rock américain, etc. Puis on est passé par du FM, on a même fait à une époque un peu du Santana, Ouais. du jazz, enfin, on est passé par un peu tous les styles, mais des trucs qui étaient, allez, j'ai envie de dire, assez classiques musicalement. Donc le but n'était pas de réinventer des choses originales. L'originalité était dans tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire les costumes, euh, les, euh, les textes, avec des musiques qu'on essaie de faire le mieux Ouais. possible et de faire sonner le mieux possible. Ça a toujours été un vrai concert de rock. Voilà, donc techniquement, musicalement, on a toujours voulu que ça sonne. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu chez vous une frustration d'avoir choisi cette voie? Je m'explique. Si on prend le cas des Charlots, qui, avec l'apérobique, mais il n'y a pas eu que ça hein, chez les Charlots, il y a eu des tas d'autres choses absolument incroyables. C'est un groupe qui disait beaucoup plus que ce qu'il en avait l'air, même si ça n'a pas toujours été perçu dans l'époque. C'était juste des rigolos. Est-ce que ça vous a, à un moment donné, dans les gaufres, avec quand même votre background musical et votre savoir-faire, est-ce que ça vous a frustré de n'être considéré que comme des rigolos? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Est-ce que vous en avez discuté entre vous? Alors, oui, on ne s'est jamais considéré comme
voilà, comme des pros, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Et voilà, si ça sonnait musicalement, c'était bien. Voilà, d'ailleurs, techniquement parlant, il y a des musiciens qui sont bien plus doués que nous, mais je pense qu'il y a eu dès le départ cette alchimie entre nous qui faisait que bah, ça sonnait bien et ça ne pouvait sonner qu'entre nous. Après, la frustration, elle n'était pas là. La frustration, elle était plus qu'au départ, et c'est toujours un peu le cas, mais on n'a jamais été reconnu quand on n'avait pas les costumes. Et donc ça, on tenait beaucoup à garder cet anonymat, mais ce qui, pour moi, et j'ai plein d'anecdotes à ce sujet, parce que moi j'étais toujours aux études à l'époque, eh bien, par exemple, j'ai vécu des situations où, dans ma classe, donc en supérieur, j'étais en supérieur et j'ai fait des études scientifiques, et donc dans des Ouais. laboratoires, eh bien, les gars de ma classe écoutaient la radio, et à l'époque, on passait à la radio. Et donc, on passait à la radio, et les gars, ouais, ils faisaient les cons et tout ça. Et tu t'empêchais de dire que c'était toi? Ah oui, je ne le disais pas. Et donc, personne ne savait que je faisais partie du groupe. Et puis, d'ailleurs, il y en a qui m'en ont voulu quand ils l'ont su, parce qu'ils l'ont su quelques années après, puisque ça a vite fait le tour, etc., même chez les profs. Et donc là, il y avait une petite frustration où quand tu allais dans une soirée ou un mariage, que les chansons passaient et qu'au final, personne ne te Ah oui, mais là, reconnaissait. c'est plus que Voilà, de l'anonymat, ça on devenait est carrément sympa. dans le secret. Oui, mais alors moi, j'ai toujours été un mec plus ou moins réservé, tu vois. Je n'ai Ouais. pas cet ego démesuré pour dire, hey, les gars, c'est moi. Ça, je trouve ça un peu, Ouais. bah, tu vois, difficile. Donc, je ne le disais pas. Après, je m'en suis jamais caché, mais j'avais pas à aller dire, hey, tu sais, c'est moi Ouais. qui joue. Non, je trouvais Ouais. que ça ne se Ouais. faisait Ouais. pas. Donc, je ne le disais pas. Et puis, si les gens ne le savaient pas, bah, ça passait comme ça. Pour revenir sur ton parcours à toi, Ouais. on a bien compris le contexte des Gaufres. Donc ça veut dire un groupe qui a du succès, mais dont les membres ne veulent pas apparaître réellement, qui a une certaine dextérité pour manier des instruments, mais qui décide de dédicacer ce savoir-faire à des chansons festives, humoristiques, parodiques, second degré, on l'appelle comme on veut, avec des textes aussi qui vont dans ce sens-là. Et au milieu de tout ça, toi, personnellement, de façon individuelle, tu décides tout à coup d'enregistrer une chanson qui n'a absolument rien à voir et dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir, qui est même totalement à l'opposé de ce que vous faites avec les Gaufres, qui est plutôt un projet familial qui se fait à la maison. Là, on est sur tout à fait autre chose et c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Et j'aimerais que tu resitues dans l'époque quelle était ton idée et ta démarche et comment cette chanson qu'on peut entendre aujourd'hui est née. Enfin, 20 ans après son enregistrement, on peut Ouais. enfin l'entendre. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi il a fallu attendre 20 ans pour la découvrir. Bah, en fait, on est en 2000, ouais, 2003-2004. Donc après quoi, 10 ans de Gaufre, 10 quoi. ans de Gauve qui m'ont vraiment pris beaucoup de temps et je n'ai quasiment fait que ça dans ma carrière de musicien. Mais donc aussi dans une époque où en privé, j'avais pas encore d'enfants. Bon, je m'installais un peu dans la vie. Ouais. J'allais avoir 30 ans. Et donc je me dis, bah, ce serait bien de commencer aussi à faire, peut-être envisager de faire d'autres choses. Et donc, j'étais déjà équipé, j'avais déjà mon studio, etc. Et j'ai commencé à écrire pas mal de trucs. Et Mais là, pour le coup, tu enlèves le nez oui, rouge, voilà, complètement voilà, différent. on Ouais. part sur tout à fait autre chose et un projet totalement Oui, personnel. totalement personnel, mais quand même avec, j'ai envie de dire, le background musical restait le même, l'influence qu'on pouvait retrouver dans certaines euh, musiques des Gaufres, bah, voilà, on y a tous mis notre patte, et moi aussi, Mhm. et donc on retrouvait cette influence, mais c'est-à-dire que moi, mon univers, ça a toujours été la pop musique, fusion américaine, ce genre de trucs, c'est mon univers. Et c'est vrai que parmi mes références, bon, les gens qui me connaissent savent que je suis un grand fan de Phil Collins et de Genesis, mais aussi d'un groupe américain des années 80 qui est le groupe Toto. Mhm.
Et Tu n'es pas le seul à être fan de Toto et de j'espère, Genesis. Hein. Ouais. j'espère, mais je pense que leur carrière l'a prouvé. Et donc, on est là en 2003 et avec les Gaufres, on fait ce qui allait devenir les fêtes de Wallonie, Ouais, mais nous étions place Saint-Lambert à Liège. ouais. Et dans le cadre d'une fête de Wallonie, je pense que ça devait être la première édition. Et donc, on nous programme en tête d'affiche et on fait un concert incroyable. Je pense qu'on joue devant 30 000 personnes. Il y avait un monde de Vous êtes fous. en local Oui, là et plus voilà. que local. Mais on était nous-mêmes étonnés vraiment du monde. Et lors de ce concert, il y avait une première partie avant nous. Et la première partie était les Boogie Boys, et dont le chanteur est Paul Paul Ambach. Hambach. Alors, je peux le situer. Bien Paul sûr. Hambach, figure historique en Belgique en ce qui concerne les organisations de concerts. Il a une société qui s'appelle Make It Happen et Fait. qui, bien longtemps avant les Live Nation, voilà, organise pratiquement en Belgique tout ce qui compte et qui monte sur une scène. Tous les grands concerts à Forêt Nationale, c'est lui et Michel Pearl qui était son associé, ils étaient deux. Mais Paul Hambach, donc grand organisateur de concerts, un pionnier dans l'organisation de concerts, est aussi un musicien plutôt jazzman qui joue du C'est boogie-woogie ça, au oui. piano. Hein. C'est ça, oui. Et grand entertainer quelque part, hein. Oui, très Un grand, amuseur. un très grand entertainer. Et donc, je savais que ce monsieur était le producteur, entre autres, de plein de grands groupes, Michael Jackson, Ouais, etc. il a tout fait. Il a tout fait, mais aussi Toto. Et donc, je me dis, c'est quand même l'occasion d'essayer un petit peu une approche pour faire une rencontre. Mais on va resituer parce que je suis un peu perdu dans la chronologie. Ouais, Donc, tu as des chansons personnelles. Elles sont là, elles existent, et tu te dis comment les faire vivre. Et un jour, tu rencontres Paul Hambach au bénéfice d'une rencontre quelque part où vous partagez la même scène c'est ça. au Fêtes de Wallonie, et tu vas le voir en disant, dis à propos, Paul, d'un Paul à D'un l'autre. pôle à l'autre. Mais donc je lui dis, mais malheureusement, je pense qu'il me dit oui, 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 mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui en ressorte sur le moment même. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je sais que les membres de Toto sont présents pendant plusieurs mois en Belgique, à Anvers, pour les Nights of the Proms. Ok. À l'époque, les Nights of the Proms, c'était 2 mois non-stop où ça jouait pratiquement tous les jours. Et donc, le principe, tu sais, hein, donc avec un grand orchestre philharmonique et plusieurs groupes, et les groupes qui viennent où les artistes jouent 4-5 titres avec l'harmonique derrière. Et bon, je ne parviens pas à dire de pouvoir organiser une rencontre par ce canal, mais je connaissais un gars qui connaissait un gars qui connaissait un gars qui faisait partie du Philharmonique. Et donc, lors d'une représentation, je parviens à avoir des accès backstage pour aller à une des soirées Nights of the Proms. Et dans les couloirs, je rencontre Steve Lukather, qui est le guitariste de Toto. À l'époque, le groupe est encore complet, en Le 2003. groupe, ouais, il y avait, oui, je pense que tous étaient là, sauf David Page, le claviériste, qui avait fait une petite pause à l'époque. Mais je pense que tous étaient là. Mais il y avait, le jour où moi j'y étais, il y avait un batteur qui remplaçait Simon Phillips, qui était Ricky Lawson, Ouais. batteur de Jackson, qui a joué avec Collins aussi, etc. Donc moi j'étais un peu aux anges, évidemment. Oui, c'est un peu curieux de dire qu'il était batteur de Phil Collins, parce que quand Phil Collins fait ses concerts, de temps en temps, il va devant la scène pour chanter, et quelqu'un... Il y a eu Chester Thompson qui C'est l'accompagnait aussi, mais là, il a un batteur qui vient faire un peu la doublure quand lui n'est pas derrière les fûts. C'est ça, oui, tout à fait.
Et donc, je parviens un peu donc via d'abord Steve Lukather et puis parler un peu avec eux. Et avec Lukather, on passe une soirée, c'était très marrant parce qu'il y avait John Miles qui était là Ah aussi, oui, qui faisait le gars tous de les... musique, hein. Oui, Enfin, d'un seul tube, mais quel tube, hein. oui, oui, et qui était à toutes les Nights of the Prom. Oui. C'était un peu devenu Mais l'hymne sa de... chanson s'y prêtait, hein, parce qu'il y avait une C'est ça, partie un peu. Enfin, c'est le Philharmonique. post-Bohemian Rhapsody, quoi. C'est Tout le monde ça. aimait bien mettre des mouvements dans ses chansons qui impliquaient souvent une grande. Voilà, des grands arrangements d'orchestre symphonique. C'est ça. Et donc, nous étions tous là à table et ils étaient tous très très sympas. Et donc, je tape la papote avec Lukather plusieurs fois. Et puis, au final, on s'échange nos numéros de téléphone et nos adresses e-mail. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai quelques titres. Tu penses que ce serait possible que tu joues sur un de mes titres? Ouais, pas de problème. Mais bon, tu connais aussi les Oui. Américains, hein, bon. Et de là, bah, Mais là, il n'entend rien. Tu ne non, laisses pas une. Je sais pas, est-ce non. qu'il y a déjà des CD à l'époque en Oui, il y avait 2003? déjà des CD, Peut-être mais pas des CD à graver à la maison, non, mais une ça cassette ou. existait. Oui, Ouais. non, mais je lui laisse rien du tout. Je lui demande juste si ça, Juste un contact voilà, agréable et en se promettant de se revoir ou voilà, de s'appeler. c'est ça. Et puis je lui ai écrit par mail, il me répond. Et puis même je suis invité à plusieurs reprises à des concerts de Toto un peu partout en Allemagne, aux Pays-Bas. En Suisse, parce que moi j'ai un frère qui vit en Suisse, donc c'était facile pour moi, et dont, alors je ne sais plus en quelle année on était, mais tout ça prend de 2003 à 2005, et je pense qu'entre ça, j'ai pu même aller assister avec eux à la finale de la Coupe du Monde où les Pays-Bas étaient en finale. Et donc, le concert de Toto était dans un festival le jour de la finale et ils avaient retardé le concert pour voir la finale. Donc, j'ai pu Ok. regarder ça avec eux. Mais donc, tout ça prend un peu du temps jusqu'à un jour, lors d'un concert, il me dit, écoute, moi, pour organiser tout ça, je vais te présenter à Simon Phillips, qui lui a un studio. Et tu vas organiser ça avec lui, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, Simon Phillips, qui est bon, d'origine britannique, beaucoup plus organisé, beaucoup plus cadré, etc. Et avec lui, ça va très vite. Et donc, on fixe une date d'enregistrement de studio. Nous sommes en 2005, en septembre 2005 exactement. Et là, on programme une journée. Ils sont, eux, en train d'enregistrer leur album Falling in Between. Ok. Donc Toto est en studio à ce moment-là. Et donc je débarque à Los Angeles avec quelques copains. Et Suspense, on marque une pause. On a compris tout à l'heure que tu étais quand même quelqu'un qui aimait bien cultiver, si pas un certain secret, en tout cas une certaine discrétion. Est-ce que tout ça, tu fais ça dans ton coin ou ton entourage, les autres gaufres, sont au courant de ce que tu prépares? Parce que c'est quand même assez magique ce que tu es en train de raconter. Ça paraît même trop simple, c'est quand même incroyable. oui, alors c'est complètement incroyable. Alors oui, ils sont au courant. Euh, et d'ailleurs, la veille de mon départ, on était à la fête de la région wallonne qui se faisait à Namur, je pense. C'était un grand concert avec aussi un philharmonique, je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y avait plein d'artistes, y compris des Français. D'ailleurs, j'ai une Ouais. petite anecdote qui fait partie de ma vie quand même. On défilait, hein, donc tous les artistes étaient là pour faire un titre avec ce philharmonique Oui, qui était derrière. Et donc nous, avec les gaufres, on avait déjà, donc on est en 2005, on avait déjà arrêté les gaufres au sucre puisque le chanteur était oui. parti. Et on revenait avec les gaufres sans le sucre. Et donc on jouait à 4 à l'époque. Et juste avant de rentrer sur scène, donc tu sais, les artistes se croisaient backstage comme ça. J'arrive et dans le noir, j'ai une petite dame qui s'avance près de moi et qui me prend la main, qui me dit je suis fan de vous. Et cette petite dame, c'était Annie Cordy. Ah ouais, mais oui, Voilà. évidemment. Et Mais donc oui. voilà, c'est Enfin, une petite anecdote que j'aime bien replacer parce que c'est la seule fois où je l'ai rencontrée, mais ça a tellement été marquant qu'elle me dise ça à moi, puisque j'étais le premier. Bon, après, c'était par rapport au groupe, mais j'étais le premier, elle me l'a dit à moi et ça m'a fort marqué. Et donc, c'était la veille de mon départ, donc il savait que oui, j'allais alors là. on revient là sur Destination Los Ouais, Angeles. donc je débarque à Los Angeles. C'était une première fois pour toi aux États-Unis? Non, c'était la deuxième fois.
Mais après, avant ça, c'était Du tourisme. du tourisme, ouais. À Los Angeles. À Los Angeles, oui. Et donc, à l'époque, Simon Phillips avait repris le studio de Sheila E. Ok. Euh, Membre du groupe de Prince, hein, de voilà. Revolution. Et on est dans une partie de Los Angeles qui s'appelle Sherman Oaks. Donc, c'est de l'autre côté de la vallée. Et donc j'arrive et Simon Phillips m'accueille chez lui avec son technicien, etc. Et donc effectivement, tous les instruments de Toto sont là, Oui, mais ils sont en place studio. Et alors c'est marrant parce que tu as le planning et ouais. tu vois le planning de tous les jours de l'enregistrement. Et puis il y a un jour où il est noté Day off parce que we have a session, Simon and I. Donc en fait, ils avaient fait un jour off pour que Steve Lukather et Simon Phillips puissent enregistrer pour moi. Non, mais Euh, là, ça devient concret. ouais, un peu parce que Tu arrives quand justement. même avec une certaine confiance en toi, une certaine... Oui, bah ça oui, mais après effectivement, moi Simon Phillips qui est un en mec. langage gauche, on dirait c'est quand même couillu comme démarche. Oui, alors c'est vrai que pour pouvoir arriver à faire Ouais. ça, il a fallu avoir fait un peu preuve de couilles, hein, disons-le clairement. Mais bon, voilà, j'ai toujours été très respectueux et toujours. Alors, j'ai jamais joué la carte fan, tu vois. Je voulais jouer Ouais. la carte pro en disant, ben voilà, les gars, moi, je veux vous avoir sur mon titre, c'est possible, oui, non. Et voilà, mais en tant que professionnel. Mais Simon Phillips m'avait dit, voilà, Lukather, c'est un mec parfois qui est parfois un peu lunatique. Et Un artiste, quoi. il m'avait briefé sur le fait qu'il fallait aller droit au but et savoir ce qu'il fallait faire. Tiens, j'ai une Donc, question. ouais, Je suis désolé, j'interromps pas de beaucoup, souci. mais en vrai, tu avais plusieurs chansons. Tu leur as fait écouter une seule, c'est celle-là que tu voulais, ou tu leur as proposé l'ensemble et eux ont choisi? Non, je leur ai proposé un truc parce que c'est là où j'ai peut-être fait un petit coup de bluff. C'est que dès que ça s'est concrétisé, moi j'avais que des chantiers. Que des trucs que je finissais pas parce que j'étais pris par plein d'autres choses. Entre-temps, j'ai construit la maison ici. Voilà, il y a plein de trucs dans ma vie qui sont arrivés. Et, euh, et donc, quand ils m'ont dit, ok, c'était bon, viens dans 2 mois, j'étais un peu pris de court. Ah ouais. Et donc, j'en ai pris un que j'ai Que tu as finalisé, poussé jusqu'au bout. que j'ai poussé jusqu'au bout. Et alors, Simon Phillips, lui, a voulu l'avoir avant, mais Steve Lukather a dit j'ai jamais eu besoin d'écouter les trucs avant d'arriver en studio, donc on continue comme ça. Parce qu'il faut quand même savoir que le mec, dans les années 80, c'était un gars qui jouait sur tous les albums qui se passaient à Los Angeles à l'époque. Il a joué avec Clapton, il a joué avec Lionel Richie, McCartney, je sais pas moi, les Running in the Night, les solos, sur l'album Thriller de Michael Jackson, Oui, c'est c'est aussi juste. eux qui jouent en partie. Donc, je veux dire, les mecs, ils faisaient que ça, ils tournaient dans Los Oui, c'est Angeles. un groupe qui s'est réuni autour d'expériences de musiciens de Voilà, session qui ont eu leur projet personnel ensemble. tout à fait. Donc, effectivement, pour lui, c'était pas un problème de Mais ne donc pas ça se entendre. passe comment? Ça se Tu passe. arrives en studio, Oui, donc moi, j'arrive avec le type découvre la chanson. C'est ça. Bon, d'abord, j'arrive j'arrive le matin et c'était Simon Phillips dans son studio. Lui avait reçu la session Pro Tools. Donc, l'avantage aussi du logiciel, c'est que c'était On recharge tout sur les machines. voilà. Donc, Ouais. tout ça, voilà, ça s'ouvre. Et alors, il avait déjà écouté le titre et donc il me demande un petit peu vers quoi je veux aller, etc. Donc, je suis assez précis dans ce que je voulais. Et donc, là, directement, il enregistre ses batteries. Alors, évidemment, tu arrives dans une autre dimension parce que déjà, le batteur lui-même, le studio, sa batterie qui est là en place, et tout est réglé pour déjà, parce qu'ils étaient en plein enregistrement de l'album, donc tu avais directement le son. Oui, donc en vrai, ils enregistrent leur album, Oui, c'est leurs instruments, c'est leur réglage. Donc quelque part, tu vas t'inscrire dans un son qui est celui de Toto. tout à fait. Et d'ailleurs, la compo est déjà comme ça. Et c'est ça aussi qui m'a parlé, c'est que ça sonnait un peu trop Toto. Et donc je me suis dit, finalement,
quitte à faire du toto, autant avoir les musiciens dessus. Et en vrai, dans le studio, si on doit faire un casting des musiciens qui sont présents sur le titre, tu pourrais nous faire un résumé. Si je lis la pochette, je lis qui a la batterie, qui a la guitare, qui a la basse. Alors, Est-ce que tu fais les claviers? oui, je Oui. fais les claviers et je chante. Donc c'est moi qui ai tout évidemment préprogrammé. Mais alors j'avais d'autres musiciens belges, hein, dont mon grand copain Christophe Ponce, qui est maintenant le guitariste de Machiavel, mais qui a fait plein de trucs, hein. Pour moi, c'est un des plus grands guitaristes ici Et c'est lui qui a en remplacé Belgique. Thierry Place Oui, dans c'est lui Machiavel, c'est qui a ça? remplacé Thierry, je pense, il y a quand même une bonne dizaine d'années Ouais. maintenant. Euh, et alors à la basse, malheureusement, il est parti aussi, c'est mon ami Alain Léonard, Ouais, qui était ouais, ouais. le bassiste qui a joué avec Fugain, Grande avec figure liégeoise aussi de la Rapsat, musique, tout hein. à fait, Ouais, Rapsat, ouais, et je pense encore plein d'autres. ouais. Bon voilà, qui Et donc eux étaient... avaient fait le déplacement avec toi. Non, eux, ils ont enregistré en studio ici. Ok. Voilà, oui. Là, tu Euh, étais vraiment tout seul. Là, j'étais tout seul, mais j'avais quand même Christophe Ponce qui m'a accompagné pour le Ouais. fun, qui est venu avec moi là-bas. Et donc, batterie Simon Phillips et guitare Steve Lukather Ouais. sur le titre. Et donc, bah voilà, T'as vu passer les frères Porcaro là? non, non, je Non? les ai pas vus. Par contre, et ça, je te raconterai après un truc assez sympa, mais donc voilà, Simon Phillips enregistre ses batteries, on fait quelques prises, je le guide sur deux, trois trucs, je dis là je voudrais bien ça, mais tu sens il prend vraiment le truc à cœur, c'est-à-dire il essaye plusieurs caisses claires, alors tu peux t'imaginer que dans son studio, d'abord tu as une grande étagère où tu as plein de caisses claires, Ouais. etc., qui sont rangées. À l'extérieur, tu avais un grand conteneur où tu avais une dizaine de batteries différentes. Enfin bon, voilà. Et alors, il prend donc dans le studio et je me souviens, il prend les caisses claires et tu vois, Ouais, ouais, il ouais, ouais. choisit vraiment la caisse Ouais. claire qui allait vraiment le mieux se marier avec le titre. Et donc, on enregistre ses batteries. Et puis, je pense vers 1 ou 2 heures de l'après-midi, Lukather est arrivé. Euh, voilà, c'était une autre ambiance. Mais au début, c'était un peu tendu. Euh, voilà. Et puis tout ça, après, ça c'est. Pourquoi? Parce que le type est juste impressionnant, parce que... Ouais, mais je pense, alors, de toi à moi. euh, Non, parce que c'est filmé et enregistré. Donc ça ne sera pas de toi à moi. Non, mais bon, est-ce que je peux dire ça? Mais allez, à l'époque, il picolait Ok. encore. Et maintenant, je pense qu'il ne boit plus depuis de nombreuses années, mais à l'époque, il picolait. Et je pense que c'était le lendemain d'une veille qui était un peu fort arrosée, donc il n'était pas, il était voilà, peut-être pas bien réveillé ou je sais Ouais, pas. Mais ouais. bon, après, ça s'est très vite détendu. Et je pense qu'il est rentré dans le truc. Alors, mon ami Christophe Ponce avait préparé tous les accords, les partitions, Ouais. etc., pour que ça soit aussi facile pour lui. Donc, il était, ah super, il y a en plus ça. Donc, voilà, il sentait qu'on n'était pas que des gamins fans, tu vois, malgré qu'on s'était vu plusieurs fois avant et qu'il avait eu Vous étiez à la confiance. hauteur des attentes Bah, que eux pouvaient ouais, en tout cas, éventuellement je l'espère. exiger à leur niveau, quoi. Ouais, puis il a Ouais. écouté le titre, donc il s'est dit Ouais. peut-être, bah finalement c'est quand même un Ah peu oui, c'est vrai, trop. lui, il le Ah, il découvre le du coup. découvre, ouais, il le découvre là sur le moment même, donc là aussi t'es un peu. Et puis, alors il commence à faire des trucs autour, et tu sens que vraiment le ping-pong fonctionnait bien entre lui et Simon Phillips, parce que Simon Phillips était aux manettes pour enregistrer, et lui était à la guitare à côté, donc il coupait quand il fallait, etc. Simon Phillips savait très bien ce qu'il devait faire par rapport aux guitares de Lukather, et puis il enregistre ce fameux solo qui est sur le titre. Ouais. Il m'a fait plusieurs reprises, ouais, lui s'est amusé. Donc là aussi, c'était bien de pouvoir voir qu'à un moment donné, il se lâchait et que ça se passait bien. Et donc, bah, c'est passé très très vite. Une journée comme ça, c'est passé très très vite. Après, je proposais qu'on ait mangé ensemble. Lukather avait d'autres choses prévues. Mais je me suis retrouvé avec Simon Phillips. On est allé au resto après, dans un japonais, parce qu'il est très fan Mhm. de tout ce qui est sushi, etc. Donc, et de là, à table, évidemment,
des anecdotes sur l'histoire de la musique aussi par rapport à ce qu'ont vécu, parce que bon, Simon Phillips a quand même joué avec les Who, avec Jeff Beck, avec enfin, des artistes incroyables. Donc voilà, après, t'es le gamin qui écoute aussi ça et le mec te raconte des trucs. Et le lendemain, il nous a invités dans un espèce de petit café-concert, mais très légendaire aux États-Unis, qui s'appelle Back Potatoes, Ok. qui est à Los Angeles, où bah, là défilent en réalité des superstars de musiciens, mais qui viennent jouer avec d'autres Quoi, la groupes. pomme de terre en chemise, c'est C'est ça? ça, mais en fait, c'est la spécialité. Ok. Tu manges un petit bout et Oui. tu vois un concert. Et c'est un lieu qui est très connu par les musiciens à Los Angeles. Mais la différence, c'est que tu vois défiler le bassiste de Chick Corea, le claviériste qui a joué sur l'album de Jackson. Et voilà, Pour le plaisir, ils pour viennent le jouer. plaisir, ils se forment entre eux, ils n'ont jamais répété. Ouais. Et ils font du fusion américain. Mais alors, c'est incroyable. Donc lui, Simon Phillips nous avait invités, Christophe Ponce et moi. Voilà, on était là en train de regarder ce truc avec des musiciens. Et puis ils démontent leur matos eux-mêmes, etc. T'es là, tu papotes. Donc nous, on était un peu dans un rêve. Mais voilà, toute l'histoire de ce truc et de cet enregistrement qui était, ouais, qui était vraiment incroyable. On a quelques images, mais c'est vrai que je n'en ai parlé à personne. Alors, pour bien comprendre, à la fin de la journée, le titre n'est pas mixé. Qui va le mixer? C'est moi. Ok, ici. Oui, avec Ici. aussi, en partie avec mon ami qui est aussi malheureusement parti, tu sais, maintenant on est 20 ans plus tard, qui s'appelait Marc Maguin, qui avait un Oui. studio d'enregistrement pas très loin d'ici. Donc voilà, on a fait ça ensemble. Et puis je mixe ce titre, et puis plus rien. Alors, bon, là, on est sur une incompréhension totale. Donc, tu reviens avec quelque chose de plus que satisfaisant. C'est un peu voilà, un rêve qui s'est réalisé et qui concrètement existe. Mais il n'existe que pour toi, parce que le titre ne sort pas. Non. Pourquoi il ne sort pas? Parce que moi j'étais dans un process de faire un album. Donc il faut recontextualiser le truc. On est début des années 2000 et à l'époque le streaming n'existe pas ou peu. Je pense qu'il n'existe pas. Et donc en réalité, si tu veux faire quelque chose, tu dois faire au minimum un EP, voire un album. Et là, comme j'avais beaucoup de chantiers et que c'était le seul titre terminé, j'attendais de pouvoir travailler sur d'autres titres pour dire d'avoir un minimum, pouvoir aussi sélectionner pour pouvoir faire un album. Pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, presser un vinyle, fabriquer des cassettes ou graver des CD, ça coûte la même chose pour un titre que pour 5 ou 6. Mais évidemment, pour l'artiste, c'est pas pareil. En Non. gros, d'un point de vue manufacture, usine, c'est le même processus industriel. Ça coûte presque en coût de fabrication aussi cher. Sauf que c'est comme sortir un livre avec 3 pages. Autant faire un livre de 200 pages. Ça ne coûtera pas plus cher à l'imprimerie, mais au moins on aura quelque chose d'exploitable sur un marché, ce qui est celui qui existe à l'époque et qui n'est pas celui du streaming aujourd'hui, où on peut se contenter de vendre à la pièce. En gros, c'est à peu près ça. Donc Oui. tu attends d'avoir plus de choses à proposer. Oui, et puis surtout, tu pouvais difficilement le faire toi-même. C'est ça qu'on oublie aussi. Donc il fallait quand même réaliser une pochette, avoir peut-être une maison de disques qui prenait en charge, ou en tout cas un label pour pouvoir le distribuer, puisque je n'étais pas un artiste, à part avec les Gaufres, je n'étais pas un artiste qui existait en tant que tel. Là, tu es donc, ce qu'on appelle en autoproduction. oui, voilà. Et donc, je m'étais dit, d'abord, on va aller dans un process où on va avoir assez de titres pour dire de finir quelque chose et le proposer. Sauf que ce moment-là... C'est le on verra plus tard, et le plus tard, c'est 20 ans. Oui. Mais alors, pourquoi? Donc, il n'y a pas plus de titres aujourd'hui, il n'y en a toujours qu'un et un seul. Techniquement,
C'est plus pratique, c'est même carrément très facile puisque le streaming, en appuyant sur un bouton, le titre est chargé sur toutes les plateformes possibles et imaginables, y compris celles dont on ignore l'existence à l'autre bout du monde, en Asie. Mais pourquoi décider de le sortir aujourd'hui, 20 ans après? Bah, simplement parce que, bah, comme tu le sais, avec les Gaufres, on va entamer la dernière tournée, 2026, ce sera la dernière tournée. Puis après, le groupe s'arrête. Mais moi, j'ai plusieurs casquettes, mais je garde quand même toujours, j'ai toujours envie de garder cette casquette d'artiste parce que j'ai besoin de continuer à faire de la musique, parce que c'est vraiment ce qui m'a toujours alimenté. Bah, ça, c'est pas une casquette, hein, c'est-à-dire ça fait partie de ta Ça fait partie nature. de moi, oui. Ouais. Jusqu'à présent, bah, les gaufres me suffisaient, tu vois. Même si artistiquement, j'avais envie de faire d'autres choses. Mais voilà, être sur scène, faire de la musique, c'est un kiff voilà, j'aime toujours beaucoup. Mais voilà, maintenant, ça s'arrête. Euh, je peux enfin peut-être reprendre ce que j'avais laissé Ouais. de côté. Et donc, en même temps, bah, la concomitance des faits on fait que bah, on se retrouve 20 ans plus tard. Donc je me suis dit, bah, sortons-le maintenant pour Ouais. la date anniversaire. Et en même temps, bah, ça annonce euh, qu'il y a aussi le Paul Boubier des Gaufres, mais qu'il y a aussi Paul Cabat qui fait d'autres choses. Et, euh, et puis les autres choses vont arriver, puisque les chantiers sont toujours là. Il y en a eu bien d'autres par après. Donc pour le coup, tu gardes ton nom. Oui, Voilà, oui, plus question d'avancer masqué. non. Voilà. Euh, J'avais quand même une question par rapport à ce titre. Avant de le sortir, bah, tu l'as réécouté évidemment. Et est-ce que le souvenir que tu en avais correspond toujours à la réalité de ce que tu écoutes aujourd'hui? Est-ce que le son a vieilli? Est-ce qu'au contraire, il est resté très caractéristique? Est-ce que tu te dis, bah, je me suis peut-être laissé emballer dans l'époque et j'étais un peu euphorique en le réécoutant, peut-être qu'il faudrait faire quelques retouches? Est-ce que le son est toujours un son qui peut faire son chemin en 2025? Comment tu as redécouvert toi-même le titre 20 ans après? Alors j'ai plus redécouvert en tant qu'ingé son, puisque bah, si tu veux, forcément je pense que l'oreille évolue aussi avec le temps, avec aussi le son évolue. Les mix d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes des mix d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ans. Donc, J'explique. En fait, les mix aussi s'adaptent aux nouveaux usages des amateurs de musique, bah oui, ceux qui écoutent. complètement. Beaucoup écoutent avec des écouteurs in-ear, c'est même pas un casque, c'est des in-ears, et la dynamique du son dans des petits écouteurs qu'on se met dans les oreilles n'est pas celle du début des années 2000 où c'était plutôt le casque ou alors les enceintes, et on ne mixe pas de la même façon parce que les fréquences ne sont pas aussi bien rendues dans un écouteur, même si on a des écouteurs très chers et très perfectionnés et dernier cri, c'est pas exactement la même chose que ce que on peut entendre sur des enceintes qui étaient finalement les seuls moyens d'écoute, ou en tout cas les plus répandus qu'on avait aux alentours des années 2003. Aujourd'hui, ça a changé. Ça t'a poussé à éventuellement remixer le titre en fonction des usages de 2025? Alors je ne sais pas si je l'ai fait en fonction des usages d'aujourd'hui, mais en tout cas en fonction de mes oreilles à moi. Alors voilà, moi si, en le réécoutant, en réouvrant la session, comme ça qu'on Ouais, dit, ouais, ouais. bah, il y avait des trucs qui m'embêtaient, donc je les ai retravaillés, remixés. Euh, Après eux, ben, je pense que le son est toujours là, la prise était tellement bonne, et donc aussi dans la manière de travailler de Simon Phillips, il y a beaucoup de choses qui se font en amont, hein, au niveau de sa batterie, bah, il y a vraiment des préamplis spécifiques, il y a des égaliseurs spécifiques qui sont en amont, qu'on appelle pré-enregistrement, et donc bah, ça tu ne peux pas y toucher après. Euh, Au niveau de la guitare aussi, il y a des effets qui étaient bien spécifiques à la guitare de Steve Lukather. Donc voilà, ça y était, ça fait partie du son et c'est très bien comme ça. Pour les autres choses, bah, j'ai un petit peu retravaillé certaines choses, mais pas beaucoup finalement.
Je pense que le titre ne s'inscrit pas vraiment dans ce qui s'entend aujourd'hui, mais c'est pas le but. Euh, voilà. C'est dans un format classique rock. Mais tu Oui, sais, on dit souvent que les modes et la musique aussi en fait partie. En tout cas, le son qui est à la mode à une époque, ça met à peu près 30 ans pour revenir. C'est-à-dire que ça existe dans l'époque, ça devient ringard dans la période qui suit, ça devient un peu vintage dans la période suivante et complètement revival dans la troisième période. Donc en je suis vrai, 10 ans trop tôt. ouais, non, parce que là, on est sur du classique, mais des sons qui étaient très connotés années 80 sont revenus très à la mode dans les années 2010. Et aujourd'hui, on a vraiment un retour d'un son parfois des années 90 qui est devenu un peu voilà, désuet, ringard, et qui redevient aujourd'hui à la mode, y compris dans la manière d'enregistrer. Je dis, on voit des tas de groupes aujourd'hui qui tournent le dos au home studio, au laptop et au programme avec les plugins et tout, et qui remettent par exemple des enregistrements imparfaits en avant, en disant, avec les plugins, avec les ordinateurs, tout ce qu'on a autour de nous, le silence est de qualité. Or, dans la vie, on n'a jamais le silence. On a toujours Non. même les bruits internes de notre propre carcasse. Voilà, on n'est jamais dans un silence complet. Le silence pur n'est pas naturel. Et on a eu tendance aussi avec la musique numérique de toujours épurer, épurer et d'arriver à des silences parfaits. Mais alors que les bruits font partie de l'ensemble et on revient un peu à cette idée d'enregistrement dont les imperfections font partie de la pulsation du titre, donc quelque part un peu des enregistrements à l'ancienne, comme celle que tu as pu expérimenter, entre autres avec ce voyage à Los Angeles. Oui, alors c'était quand même, on était déjà plus sur des bandes, etc. Hein, donc mais j'ai eu la possibilité, moi j'ai encore enregistré sur des bandes, mais ça c'était plus dans les années Oui, mais 90. je Ouais. suppose que Luther, lorsqu'il joue, il est sur un ampli avec des micros ou il joue en Oui, non, ligne. non, non, il Voilà. joue, ouais, Aujourd'hui, une guitare, on ouais. simule des amplis dans l'ordinateur, mais le guitariste joue avec son plug, son fil de guitare plugué directement dans l'ordinateur. Là, on est quand même sur, hein, tu l'as expliqué sur la caisse claire, on est sur des choix d'instruments, des choix d'ampli, des choix de micro, parce qu'un micro ne donne pas le même son qu'un autre. Il y a des choix artistiques à faire, y compris dans la démarche technique et dans les choix techniques. Évidemment, mais c'est pour ça que je dis j'ai eu beaucoup de chance qu'ils étaient en studio parce que leur matos était monté. Parce que je pense que ce que tu dis là existait déjà. On était au début, mais ça existait déjà. Moi, je sais que notamment, j'ai vu sur des vidéos que Steve Lukather, il est allé jouer sur l'album de, de Shankar, tu vois, le Ravi violoniste, Shankar, Ravi Shankar, ouais, le violoniste. le copain des Beatles. Oui, il, il est allé avec ce petit pod Line 6, on appelle la fève, voilà, et donc ça sonne super bien, mais il est allé avec du petit matériel très léger, tu vois. Ici, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on était en enregistrement d'albums de Toto et que tout le matos était là. Tu es entré dans le temple et Voilà, ce n'est pas l'Église qui est voilà. venue à toi. Euh, Tout à fait. Et on était donc cet album s'est fait dans le studio de Simon Phillips. Sa batterie était là, ses micros, ses réglages, ses préamplis. Ils avaient déjà pris le temps d'enregistrer plein de trucs. Et justement, je voulais te parler d'une anecdote par rapport à oui, oui, ça. vas-y. Ce qui était très marrant, c'est qu'à la fin de cette session d'enregistrement, c'est un truc de fou. À un moment donné, j'ai Simon Phillips qui vient me trouver, qui me dit euh, j'aimerais faire écouter un des titres de l'album à Luc. Hein. Luc, c'est Lucas, son surnom. À Luc, ça te dérange? Et moi, bien évidemment que non. Tu sais, euh, c'est l'album que personne n'a jamais entendu de Toto. Moi, je sais qu'ils sont en enregistrement, mais personne n'a jamais écouté aucun titre de l'album. Et donc, j'ai Simon Phillips qui fait écouter des titres parce il avait travaillé dessus, il avait déjà fait des prémix, etc. Et il fait écouter à Lucator euh, le titre. Le titre s'appelle Hooked, donc il est sur l'album. Et donc j'ai aussi les images de ça où tu vois
Simon Phillips qui fait écouter à Lukather le titre parce qu'ils ont travaillé. Donc, les potes du même groupe qui se font écouter les trucs entre eux, quoi. Donc ça, c'est aussi un moment magique. Mais c'est ça un groupe. Oui, oui. C'est aussi un moment très magique parce que on vient me demander si ça me dérange. Mais moi, j'étais là, mais je n'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir entendre des trucs de Titre cet que tu album. as retrouvé sur un disque par la suite. Oui, c'est ça, c'est sur l'album, ouais, ouais, tout à fait. Le titre est sur l'album, fait partie d'un des titres de cet album, Falling in Between, de 2005. Donc, ouais, ouais, les images, le son, voilà, c'est vraiment... Alors une question évidemment qu'on se pose, vous vous êtes revus par la suite? Alors, oui, on s'est revus parce que j'ai été plusieurs fois les revoir en concert, euh, que ce soit avec Toto ou en individuel. Tu sais qu'ils sont venus avec leurs projets personnels, notamment dans ce fameux club Spirit of 66 Oui, à à Verviers. Verviers. Et donc, voilà, quand j'ai la possibilité, je les revois. J'ai toujours des contacts avec Simon Phillips. J'en ai beaucoup moins avec Steve Lukather. Tu sais, bon, ils ont aussi pris en âge. Mais c'est-à-dire qu'après, je suis moins Toto parce que la formule a fort évolué. Il y a beaucoup de musiciens qui sont partis, donc je ne retrouve plus trop l'âme. Mais bon, après, ça reste toujours des super musiciens, même à l'âge qu'ils ont. Ils ont su que ce n'était jamais sorti et que maintenant ça va sortir? Alors, Simon Phillips, oui. Lukather, j'en sais rien. Ouais. Je pense que oui. Alors, je les ai avertis que le titre allait sortir. J'ai pas eu de retour de Steve Lukather, mais Simon Phillips, oui, est ravi enfin que ça sorte. C'est très positif au fait que ça sorte enfin. Voilà. Bon, alors on va évidemment l'écouter. Avant de se quitter, je te propose de fixer l'objectif et d'annoncer toi-même le titre. Tu vas nous l'annoncer comme un VJ de MTV, puisqu'on se remet dans l'époque. À toi de jouer. Et puis maintenant, le titre appartient au public. Et Eh bien, il va vivre sa vie. C'est à toi. eh ben voilà, donc enfin ce titre, après 20 ans, je vous le donne, voilà, je vous le livre comme un bébé qui naît. Ça s'appelle Thinking. Et bon, ben voilà, bonne écoute. Et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires, c'est toujours très très chouette à entendre ou à lire. Même si ça va pas dans le bon sens, peu importe, maintenant il est à vous. Bonne écoute. Merci Paul. Merci Rudy, vraiment merci.